Bonjour à tous, il est 11 heures. Carole Miranda de l'ANRT, Association nationale de la recherche et de la technologie. Bienvenue à l'ensemble de nos auditeurs pour ce webinaire consacré au Fast Track to Innovation du programme Horizon 2020 que j'ai l'honneur d'animer avec mon collègue Pascal Formizin de l'Institut Carnot-Mines et avec le soutien technique de l'ASRC, Association des sociétés de recherche sous contrat, donc avec Brice Laguerie qui nous épaule aujourd'hui. Pascal, tu veux peut-être dire un mot avant que je démarre? Écoutez, bonjour à tous, et puis je vais te laisser démarrer et on finira ensemble cette présentation. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour mémoire, je vous représente le réseau des points de contact nationaux, coordonnés par BPI France avec Christian Dubarry et Laurence Fagenbaum. Parmi les membres de ce consortium, nous trouvons le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation avec Dominique Larouille, le ministère de l'Industrie, l'ANRT, moi-même, l'ASRC, avec son délégué général Jérôme Billet, l'Institut Carnot-Mines, Pascal Formizin, l'Institut Mines Télécom et le pôle de compétitivité, Minalogique, avec Laure Quentin. On y va pour ce fast track et première slide, philosophie de ce programme. Alors, je crois que ce programme peut se résumer à travers une question. Êtes-vous capable de transformer une innovation en produit, service, procédé commercial dans un espace de 3 ans? Si la réponse est oui, vous pouvez effectivement gagner un Fast Track to Innovation. En effet, cet instrument sélectionne des projets qui produiront rapidement un impact économique puissant. Alors, en langage Horizon 2020 et dans le détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des projets d'innovation collaboratifs, très proches du marché, que votre technologie ou votre innovation se situe à minima sur l'échelle TRL au niveau 6. Je rappelle que le TRL 6 est le stade de développement qui correspond aux phases de démonstration de la technologie ou bien sûr de votre prototype industriel. Alors je rassure nos auditeurs qui sont dans le domaine des sciences du vivant, excusez-moi. Je rassure nos auditeurs qui sont dans le domaine des sciences du vivant. Il y a évidemment une échelle comparable pour les sciences du vivant. Ensuite, dans ce Fast Track to Innovation, il s'agit en fait de créer les chaînes de valeur de demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une très forte participation industrielle. On le verra tout à l'heure dans la composition du consortium. Bien sûr, on est dans un instrument qu'on qualifie de bottom-up, c'est-à-dire que toutes les disciplines, tous les secteurs sont éligibles. Et bien sûr, comme souvent dans les programmes communautaires, on encourage évidemment l'approche interdisciplinaire. Le budget pour ce fast track sera de 300 millions d'euros pour 3 ans. Je rappelle que l'opération pilote a eu lieu en 2015-2016, que l'année 2017 a été une année blanche, c'est-à-dire une année pour laquelle on a en fait évalué ce programme. Et aujourd'hui, le Fast Track to Innovation se retrouve dans ce que l'on appelle désormais le Conseil européen de l'innovation, donc avec sa programmation pour 2018-2020. Alors, pour vous permettre, parce qu'en préparant ce webinaire, on a regardé la liste des questions de nos auditeurs et donc vous étiez assez nombreux à nous demander finalement où se plaçait le Fast Track to Innovation par rapport aux autres instruments du programme Horizon 2020. Alors, vous connaissez bien les projets collaboratifs recherche et innovation, ce qu'on appelle dans le jargon Horizon 2020 les RIA, c'est-à-dire que la dimension recherche, si je puis dire, est plus importante que la dimension innovation. Donc, ces projets-là, sur l'échelle TRL, se situent au niveau du TRL 3, c'est-à-dire que vous avez la preuve de concept et vous en êtes à la validation de composants ou de maquettes, donc au stade du laboratoire. Je remonte un petit peu plus haut sur l'échelle avec les projets collaboratifs,
toujours multipartenaire, multisectoriel, multidisciplinaire, mais cette fois-ci, le curseur est très fortement orienté vers les activités d'innovation. Donc là, au niveau du TRL5, vous en êtes à la validation de composants ou de maquettes en environnement, cette fois-ci non plus stade laboratoire, mais environnement représentatif. Je remonte encore dans l'échelle TRL pour basculer cette fois-ci totalement dans les activités de démonstration. Et je passe donc à l'instrument PME phase 1 et 2 que nos auditeurs connaissent bien puisque nous organisons régulièrement des webinaires avec le réseau des points de contact nationaux. Donc là, TRL6, on est vraiment à la démonstration du prototype ou d'un modèle de système ou encore de sous-système, toujours dans un environnement représentatif. Et puis pour moi, le Fast Track to Innovation se situe donc au-dessus de ce TRL6, TRL6,5, TRL7, où là, on est carrément, si je puis dire, dans la démonstration du prototype du système et on n'est plus du tout au stade du sous-système. Et puis, plus vous montez dans l'échelle TRL, plus vous êtes évidemment proche du marché et plus, entre guillemets, vous quittez le stade de la subvention pour aller vers les produits financiers, donc l'accès au financement à risque, notamment avec les instruments financiers. Encore un autre point sur le Fast Track to Innovation que je souhaitais vous présenter avant de rentrer dans le détail de ce programme. Alors tout d'abord, le Fast Track to Innovation s'inspire d'un programme allemand d'aide à la relance de l'emploi et des marchés. L'objectif politique est très clairement d'accroître la participation des entreprises, d'accroître la participation notamment des industriels. C'est donc un outil d'accélération, c'est donc un outil, comme on dit en anglais, de scale-up. Je rajouterais même de market, take-up, de manière à ce que finalement les innovations arrivent sur le marché. Le but de l'Europe, c'est de dérisquer au maximum, de manière à pouvoir stimuler l'investissement privé qui prendra évidemment le relais. En termes de taux de financement, on l'a dit, le Fast Track to Innovation se situe dans ce que l'on appelle les projets collaboratifs d'innovation. Ça se situe donc dans le jargon Horizon 2020, dans les actions d'innovation, avec le site donc IA, Innovation Action. Donc pour les coûts, vous pourrez donc vous faire rembourser maximum 70% des coûts totaux éligibles pour les coûts directs éligibles du projet. Et puis pour les frais généraux, les coûts indirects, ce sera un taux forfaitaire donc de 25%. En termes d'activités qui vous seront financées, on est donc, comme je le disais, dans des actions d'innovation. Donc ce seront essentiellement des activités de développement, des activités d'intégration, des activités de design, des activités de validation de produits, prototypage, test, validation à grande échelle et bien sûr les activités de ligne pilote. Alors, quelles sont les règles du jeu de ce Fast Track to Innovation? Alors, tout d'abord, toutes les entreprises peuvent participer. Ce n'est donc pas un outil spécifiquement dédié aux PME. Bien sûr que les centres de recherche peuvent participer et même d'autres types d'organisations, notamment celles qui peuvent aider par exemple à la commercialisation du nouveau produit, du nouveau procédé ou du nouveau service. La règle d'or de ce Fast Track to Innovation, c'est qu'il faut impérativement commercialiser dans les 36 mois qui suivent la date de démarrage du projet. Aussi, vous avez évidemment intérêt, si vous souhaitez décrocher le Sésame, vous avez donc intérêt d'être déjà arrivé au TRL6, d'abord parce que c'est une exigence de l'Europe, mais même pour vous, si ensuite vous voulez pouvoir commercialiser dans les 36 mois et respecter les modalités de participation, vous êtes forcément obligé d'être arrivé là. C'est-à-dire que vous avez déjà fait la validation et des tests en conditions réelles de votre innovation. Alors, on est sur des projets d'innovation avec des résultats commerciaux vraiment ambitieux. La Commission européenne va vous donner ce dernier coup de pouce. Alors, quand je dis dernier coup de pouce, le coup de pouce, il peut quand même aller jusqu'à 3 millions d'euros
de subventions. Donc, on est quand même sur des projets assez conséquents en matière de financement. Vous êtes sur des durées de 1 an à 2 ans. Et puis, on est dans ce que l'on appelle une procédure accélérée de time to grant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le moment où vous déposez votre proposition et le moment où vous signez votre convention de subvention avec la Commission européenne, il se déroulera un délai de 6 mois. Et pourquoi cette procédure accélérée? C'est évidemment pour vous permettre de démarrer au plus tôt, pour évidemment vous permettre de commercialiser les produits le plus rapidement possible. Alors, je le disais, tous les participants, toutes les catégories d'acteurs, pardonnez-moi, peuvent évidemment participer à ce Fast Track to Innovation, mais très clairement, les entreprises sont véritablement aux commandes de ces finalement nouvelles chaînes de valeur de demain. Donc, les industriels sont, vous l'avez compris, les bienvenus, alors que ce soit des grands groupes, que ce soit des ETI ou des PME. Pascal nous fera un petit bilan tout à l'heure des différentes statistiques. Donc, comme ils sont clairement aux commandes, ils doivent soit représenter à minima 60% du budget ou alors être majoritaires dans le consortium, c'est-à-dire qu'ils doivent représenter 3 à 4 partenaires dans un consortium de 5 ou au moins 3 dans un consortium pareil de 5 partenaires. Donc, au maximum, vous devez avoir 3 à 5 partenaires dans votre consortium, maximum de 3 États membres ou États associés. 3 à 5 partenaires, pourquoi? Parce que ça va vous permettre finalement de dépasser la concurrence que vous pouvez avoir sur vos produits, vos procédés ou services, et bien sûr pouvoir construire la meilleure chaîne de valeur la plus compétitive. Il y a également un accès prioritaire aux primo-accédants. Les primo-accédants, je le rappelle, ce sont ceux qui se sont inscrits pour la première fois sur le portail du participant. Donc, je le disais, les académiques peuvent évidemment participer, notamment lorsque l'on fait du scale-up, il y a évidemment un certain nombre de socles scientifiques ou technologiques, bien sûr, à travailler. Et puis, bien sûr, toutes les organisations qui peuvent avoir un rôle dans la commercialisation, je pense notamment aux clusters, aux utilisateurs finaux, aux associations d'industriels, aux incubateurs, aux investisseurs. Alors, vous êtes aussi nombreux, quand on a préparé ce webinaire avec Pascal, à nous interroger, bien sûr, sur les critères d'évaluation. Donc, il y a 3 critères d'évaluation, les mêmes que pour les autres instruments du programme Horizon 2020. Mais par contre, ce qui va un petit peu changer, c'est le poids attribué à ces critères. Donc, très clairement, la bataille pour vous va se jouer sur le critère de l'impact, avec un seuil de sélection qui est fixé à 4 sur 5. Et une pondération de 50%, il est clair que ce critère va peser plus lourd que les autres critères. Alors, ça veut dire quoi, ce critère de l'impact? Ça veut dire que la pertinence marché que vous allez trouver dans votre projet, associé finalement à un déploiement rapide de votre stratégie commerciale, ces points-là vont être véritablement décisifs pour pouvoir convaincre les évaluateurs. Il faudra bien sûr que vous veilliez à bien valider par des études de marché toutes les hypothèses présentées. Les débouchés que vous allez mentionner dans votre proposition projet doivent être réels, crédibles et bien sûr, vous avez les chiffres à l'appui. Il faut aussi que vous arriviez à repérer l'ensemble des marchés porteurs, y compris ceux qui bien sûr sont en dehors du champ naturel de l'innovation que vous proposez. Que vous soyez en B2B ou en B2C, vous devez impérativement prouver que les futurs clients, quels qu'ils soient, sont évidemment prêts à acheter votre solution. La valeur européenne est aussi quelque chose de très important. On est clair que dans un contexte actuel d'économie mondialisée, le terrain de jeu, c'est pas la France, c'est évidemment à minima l'Europe. Si vous disposez d'ores et déjà de leads commerciaux à l'international ou bien sûr de bêta clients, eh bien vous partez clairement avec des points d'avance parce qu'ils prouvent évidemment que votre innovation est aboutie et vendable. Bref, ce qui compte pour l'Europe, c'est l'avantage concurrentiel et évidemment la meilleure façon de décrire, de rédiger votre proposition de projet, c'est de le faire façon, si je puis dire,
business plan, business model. N'oubliez pas non plus que la bonne maîtrise des aspects réglementaires, des aspects de certification, notamment si cela inclut la stratégie commerciale, sera évidemment jaugée par les évaluateurs. Vous devez aussi, bien sûr, assurer une protection efficace de la propriété intellectuelle. Je rappelle que vous devez avoir une liberté d'exploitation de votre innovation. Voilà pour ce critère de l'impact. Le critère de l'excellence, lui aussi, il a un seuil de 4 sur 5, mais son poids sera un petit peu moindre dans la note finale, puisque vous le voyez, il a un poids de 25%. Alors, n'oublions pas que nous sommes dans des projets de collaboratifs, donc d'innovation. Ça veut donc dire que vous devez évidemment prouver la solidité de votre approche scientifique. Ça veut dire que votre solution doit être testée dans un environnement réel, parce que cela va permettre d'attester, si je puis dire, que votre innovation mérite de passer du stade de prototype, donc TRL 6, à celui de l'industrialisation, c'est-à-dire au-delà du TRL 9. Si vous pouvez fournir des résultats positifs des premiers tests, eh bien, ça sera aussi des points gagnés, parce que vous démontrez évidemment l'aptitude du consortium à pouvoir maîtriser le cycle de l'innovation. La forte valeur ajoutée européenne, j'en ai déjà parlé, mais n'oubliez pas que c'est extrêmement important. Et puis, bien sûr, la bonne maîtrise des aspects réglementaires, si bien sûr cela concerne votre innovation. Et enfin, dernier critère, celui de la mise en œuvre. Le seuil est un petit peu rabaissé, si je puis dire, puisqu'il a un seuil de 3 sur 5 et un poids de 25%. Évidemment, cohérence et efficacité du plan de travail, toujours bien démontrer la complémentarité évidemment des partenaires, notamment en termes de compétences, de savoir-faire et bien sûr de positionnement sur la chaîne de valeur. C'est important de montrer que l'ensemble du consortium sera évidemment apte à pouvoir mettre en œuvre cette innovation. Avec Pascal, nous relisons, et avec d'autres du PCN PME, nous relisons des propositions de projet Fast Track to Innovation. Et moi, je suis toujours un petit peu stupéfaite de voir que souvent, il manque un plan de management des risques. Or, n'oubliez pas que c'est parce que votre projet est risqué que l'Europe va vous donner des subventions. Donc, c'est important de bien détailler ce plan de management des risques et puis bien sûr une bonne structure de gouvernance comme dans tout projet. N'oubliez pas que rien ne doit être laissé au hasard. N'oubliez pas non plus de mettre des visuels. C'est assez bien pour pouvoir rapidement saisir l'essentiel. Alors, comment se passe la procédure d'évaluation? On est désormais dans ce que l'on appelle une remote evaluation, ça veut dire une évaluation à distance. Elle est effectuée par 4 experts qui viennent de différents horizons. Alors, dans le cadre du Fast Track to Innovation, c'est à peu près, depuis le démarrage, 300 experts qui ont évalué les propositions de projet. Je note qu'il y a environ 80% des experts qui viennent, si je puis dire, de la sphère privée. Ça inclut aussi les PME, qui peuvent bien sûr, patrons d'entreprises qui peuvent évidemment bien sûr être évaluateurs de propositions de projet. Et puis je note qu'environ 20% des experts viennent de l'université, enfin plutôt du monde de la recherche publique. Le seuil d'admissibilité, il est fixé à 13 sur 15, c'est-à-dire que c'est à partir de cette note que vous êtes éligible, si je puis dire, à un financement. Donc, vous l'avez compris, il y a une pondération de la note avec le critère de l'impact. L'ensemble des projets sont classés et bien sûr, seuls les meilleurs projets seront financés. Donc, le Fast Track to Innovation, Pascal y reviendra, est un instrument très compétitif. Donc, les taux de sélection sont assez faibles et donc, il faut impérativement que votre proposition soit évidemment la meilleure. Donc, vous obtiendrez les résultats environ 3 mois après la date de remise de votre proposition de projet. Et comme on l'a déjà dit, vous signerez la convention dans les 6 mois qui suivent la date de démarrage.
Alors, à note égale, parce que ça arrive parfois, la commission départagera les propositions sur la base des critères suivants. D'abord, la note de l'impact. Ensuite, la part de budget qui sera attribuée aux petites et moyennes entreprises dans votre consortium. Le nombre ensuite de participants industriels, le nombre de primo-accédants et enfin, l'équilibre hommes-femmes. Voilà, quelles sont les dates de calendrier des appels, c'est-à-dire les dates de train d'évaluation, ou autrement dit en anglais des cut-offs. Donc pour l'année 2019, la prochaine date est fixée au 21 février, puis le 23 mai, puis le 22 octobre. Et puis avec Pascal, on vous a également mis les dates pour 2020, donc 19 février, 9 juin et 27 octobre. Voilà, j'en ai terminé avec cette première présentation et je vais donc passer la parole à Pascal pour qu'il nous fasse part des statistiques de ce Fast Track to Innovation. Merci Carole, respire un peu parce que c'est voilà, j'ai essayé de faire en 20 minutes. Hein. Mais c'est très bien. Alors je vais prendre 5 à 8 minutes de plus pour présenter à tout le monde les résultats. Alors, je vais juste faire un petit rappel sur les années 2015 et 2016. Comme l'a présenté Carole, 2017 a été une année blanche et puis on arrive en 2018. Sur le slide suivant, je ne sais pas si c'est moi qui va là. Je n'ai pas la main sur le slide. Voilà. Sur le slide suivant. Je l'ai pas. D'accord. Le bilan général nous donnait environ 2000 propositions reçues sur 2 ans et sur 6 cut-offs. Sur 2000 propositions reçues, le seuil était à l'époque à 12 sur 15, le seuil pour lequel on pouvait être financé. Et il y avait un ranking qui permettait de financer les meilleurs. Et sur vous voyez que c'était un quart des propositions qui avaient quand même une bonne note, au-dessus de 12 sur 15, et là-dessus, à peu près 20%, pas plus, étaient financés. Et donc, ça veut dire que ce genre de choses montrait qu'il y avait un taux de sélection qui était assez important et il est du même ordre que le taux de sélection sur l'instrument PME phase 2, même si les Français réussissent beaucoup mieux en 2018 qu'à l'époque. Donc, sur ces 6 cut-offs, on voit bien qu'on a eu près de 500 bénéficiaires, dont un peu moins de la moitié étaient des PME. Et ça, c'est important parce que ça veut dire, comme l'a précisé Carole, qu'il y a une forme de prime aux primo-accédants PME sur ce genre de dossiers qui sont des collaboratifs suivant une méthodologie d'instrument PME. Si l'on passe au slide suivant, sur le bilan français, on voit bien que ce bilan français montre qu'il y avait à l'époque pas mal de propositions et que les Français avaient un taux de participation qui était assez intéressant. Et on voit bien qu'en 2015, il y avait 246 propositions déposées et 300 en 2016. Mais l'on remarque que les propositions financées, ou en tout cas les participations financées, étaient relativement faibles, 17 en 2015 et 14 en 2016. Ça veut donc dire que les taux de succès sont faibles, même si la participation était intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il faut, et c'est ce qui a été montré, les resoumissions sont de l'ordre de 20 à 25% sur chaque cut-off, y compris en 2018. Et malheureusement, c'est à la deuxième, voire la troisième soumission que les taux de réussite sont les plus élevés. Et que d'autre part, les industriels perçoivent une certaine forme de complexité pour compléter un dossier comme ça. Avec Carole, on en a monté. Et c'est vrai qu'il faut être très précis sur le business plan, qu'il faut préciser l'ensemble des business plans de l'ensemble des participants, avoir une coordination et une complémentarité au niveau des work packages qui n'est pas toujours évidente à avoir. Si l'on passe sur le slide suivant, on va avoir une idée maintenant des bilans 2018. Alors, sur le nombre de propositions reçues, vous voyez bien que 617 sur les 3 cut-offs de 2018, c'est une baisse importante du nombre de propositions qui est soumise à l'Europe. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Parce qu'il y a eu cette complexité dont je parlais tout à l'heure, et puis il y a eu l'année blanche qui a fait que le Fast Track Innovation a été un petit peu oublié. Le seuil maintenant est de 13 sur 15, comme l'a précisé Carole. Et vous voyez bien que sur 617 propositions, moins de 10%, un peu plus de 10%, pardon, 12%, sont supérieurs à 13 sur 15. 74 projets ont une note supérieure à 13.
Et sur ces 74 projets, 44 ont été financés, ce qui représente un budget de 104 millions d'euros sur 2018. C'est globalement, ce qui avait été annoncé, 100 millions d'euros par an, et il y aura l'année prochaine 100 millions d'euros également. Donc, c'est sur cette année 100 millions d'euros et l'année prochaine 100 millions d'euros. Ça veut donc dire qu'ici, on a 7% des dossiers financiers, on monte un peu en pourcentage de succès, en taux de succès, mais vous voyez bien que les seuils sont difficiles à atteindre parce que les notes sont parfois très rudes. 44 projets financiers, c'est plutôt intéressant et on est sur le même type de succès qu'en 2015 et 2016. En revanche, sur le bilan français, on a un petit peu plus de mal. Non, on va revenir au slide. 12 participations françaises qui ont été financées seulement sur moins d'une centaine de propositions. Et un seul projet à coordination française a vu le jour, c'était au cut-off de février 2018, c'est Vermont SA à Tours, il a fait un superbe projet, on va le décrire un petit peu après. Si l'on poursuit sur le slide suivant, on voit bien que je voulais avoir des renseignements sur les thématiques. Donc j'ai essayé de caler l'ensemble des thématiques représentées en termes de financement selon les 3 calls. Et puis, vous voyez apparaître des grosses taches jaunes. Vous avez l'ensemble des domaines clés et des thématiques citées qui sont en abscisse. On part de l'agriculture pour aller jusqu'à l'espace. Et vous voyez que toutes sont occupées, sauf 4. C'est là où j'ai mis ces gros paquets jaunes. Ce sont les produits pour les consommateurs, c'est tout ce qui est économique, culturelle et créative, c'est la finance et c'est le secteur public innovant. Ces 4 thématiques ne figurent jamais dans les 3 calls que nous avons au niveau de Fast Track to Innovation. Donc, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe pour les autres? Et j'ai réparti en fonction des calls, vous voyez que c'est très aléatoire, j'ai réparti l'ensemble des demandes et surtout des financements. Les financements obtenus, vous voyez l'échelle, c'est de 1 à 7 projets financés, et vous voyez que tous les calls n'ont pas systématiquement de réponse à une thématique. Seul un call, celui qui est entouré en rouge, a vu systématiquement des thématiques portées sur chacun des calls, c'est la thématique santé. Et cette thématique santé, si vous regardez bien, recèle alors 6, alors il n'y a qu'à faire l'addition, ça nous fait 14 propositions sur les 44, c'est-à-dire un tiers des propositions sont dédiées à cette thématique. On peut se poser la question, puisque beaucoup d'instruments PME qui étaient dédiés à la santé sont venus sur le Fast Track to Innovation. Et un des enseignements de 2018, on l'avait évoqué avec Carole lors d'une réunion, c'est qu'on a de plus en plus d'industriels qui sont sur l'instrument PME et qui, eu égard au taux de succès assez faible, viennent sur Fast Track to Innovation avec un certain succès, il faut le dire. Là où le bas blesse, c'est que le nombre de propositions françaises est extrêmement insuffisant. On n'arrive pas à monter en puissance sur le nombre de propositions qui, mécaniquement, ferait basculer le taux de succès avec sur des proportions un peu plus importantes. Donc, sur ces différentes thématiques, j'ai trouvé très intéressant de voir que la santé était énormément présente et c'est un des domaines sur lesquels les Français ont un certain succès. Si l'on prend le slide suivant, je vous ai préparé une thématique sur la répartition du budget alloué sur 124 projets, c'est-à-dire sur 8 cut-offs, pour être précis, parce qu'on n'a pas plus loin. Vous voyez bien que si l'on regarde la France, j'ai mis une ligne rouge, la France, elle se situe vraiment, pas en queue de peloton, mais presque à la 12e place. Vous voyez que l'Allemagne, qui porte essentiellement avec la France le Fast Track to Innovation, c'était une décision politique de ces 2 pays, eh bien l'Allemagne se retrouve bien avec un peu plus de 30 millions d'euros et que les Portugais, avec près de 50 millions d'euros, en bénéficient énormément. L'Italie et le Danemark ne sont pas non plus les moindres, ainsi que la Finlande. Mais vous voyez que nous, on traîne quand même au niveau du UK, au niveau du Luxembourg et de la Grèce. Donc, je pense qu'on pourrait beaucoup, beaucoup mieux faire. Et ce genre de webinaire doit inciter les gens à vraiment préparer cela. On peut vous aider, Carole vous l'a dit, on relit les propositions et on ne peut que vous inciter à vraiment participer à ce genre de projet Fast Track to Innovation. Sur le dernier slide, je crois que j'en ai fait un dernier, voilà. Un autre enseignement, c'est la proportion de PME qui bénéficient des financements de Bruxelles.
Nous avons des résultats sur 2015-2016 qui sont partiellement confirmés sur 2018, mais je n'ai pas les résultats complets, donc je n'ai pas voulu mettre des résultats qui étaient incomplets. Et vous voyez bien que globalement, le pourcentage de PME qui sont financées, c'est de 45% environ. Et ça, ce taux reste stable. Pour les Français, nous, on a peu de coordination en 2018, une seule pour être clair, mais les autres participants, ce sont des PME qui ont vraiment bien su s'intégrer dans d'autres projets, puisque comme vous le savez, il faut 3 institutions de 3 pays, donc il y a un gros mélange en termes de nationalité. Sur le dernier slide, je crois que c'est le dernier, celui-ci, s'il vous plaît. J'en ai pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, alors c'est que c'est fini. Mais je voulais Alors, juste présenter mes exemples. Il y en a, il y a des exemples et j'arrive plus à passer. Bon, il y a un exemple de Vermont, je vais vous le faire oralement. On va essayer de faire comme ça. Donc, Vermont est une boîte. Alors, il y avait 2 exemples que je voulais vous signifier. C'est un exemple de projet gagnant en 2016 avec un projet qui s'appelle SIL Normade, où vous aviez 2 participations françaises, Style SA, qui était le coordinateur, et Gauthier SAS, qui était un partenaire. Vous avez remarqué que c'était une société par action simplifiée, une SAS, et ça avait bien fonctionné. Ensuite, j'ai un deuxième exemple à vous donner. C'est celui qui a été déposé en février 2018 par la société, voilà, ça arrive, Vermont SA. Non, c'est ça? Voilà, on va y arriver. Super, friction harmonique. Merci beaucoup, Carole. Donc, c'est un exemple de projet. Vous voyez que le budget total est de 3,2 millions et qu'ils ont dessus eu 2,7 millions. C'est tout à fait dans les clous. Et que dessus, vous avez des participants, qu'ils aviez 6 participants, mais il y en avait une qui était particulière puisque c'était un sous-partenaire. Mais vous voyez bien que les Français avec Vermont étaient bien représentés puisque c'était le coordinateur du projet. Et puis après, je voudrais finir simplement sur des liens utiles, ça Carole peut redire, sur l'ensemble des témoignages que l'on avait pu faire lors des journées de 2016, et puis ensuite les liens utiles pour le programme de travail. Voilà, je crois que j'en ai à peu près terminé. J'ai essayé de faire court pour vous laisser la parole, mais je voudrais juste dire en conclusion que les statistiques montrent qu'on a une vraie faiblesse de représentation et de proposition de projets et que les taux de succès sont un petit peu supérieurs à l'instrument PME, mais que nous, on aurait vraiment, sur certaines thématiques, grand intérêt à y aller. Et qu'on retrouve de plus en plus des gens qui ont été des déçus de l'instrument PME qui viennent sur Fast Track to Innovation. La proportion est de 15 à 18% en 2018. Voilà, Carole, j'ai terminé. Donc, on peut accueillir les questions maintenant si tu le souhaites. Merci Pascal. Donc, c'est Brice qui va nous donner les questions. Absolument. Bonjour. Alors, il y a déjà eu quelques questions qui sont arrivées pendant la présentation. Alors, déjà, à tous les participants, effectivement, les slides seront bien envoyés à l'issue du webinaire et vous recevrez également un lien vers l'enregistrement si vous voulez le revisionner. Bonjour, les écoles de commerce ont-elles une place dans ces consortiums? Tu veux que je réponde, Carole? Oui, vas-y. Oui, j'ai eu un exemple d'une école de commerce. En fait, ce n'était pas l'école, c'était un des centres de recherche d'une école de management de la région parisienne qui a été intégré dans un projet avec des Allemands. Mais c'est le seul exemple que je vois. À mon avis, il est tout à fait possible, puisque au niveau de ce qu'avait décrit Carole, au niveau de la constitution du consortium, toute structure peut y adhérer, quelle qu'elle soit. Oui, je confirme, absolument. Il n'y a aucune raison que les écoles de commerce ne puissent pas participer à ce type de programme. Entendu, merci. Deuxième question, est-ce que les pôles et clusters peuvent être partenaires no profit sur les aspects non techniques? Exemple, coordination de projet, accès au marché et end users. Oui, clairement, oui. Oui, clairement, oui, absolument. Merci. Combien de projets FTI sont déposés en France et combien sont acceptés? Alors, je pense que la question a été assez largement répondue. Alors, une question sur la différence entre seuil et poids sur les critères de notation. C'est-à-dire que pour pouvoir en fait être éligible,
il faut que, par exemple, sur le critère de l'impact, vous obteniez au moins 4 sur 5. D'accord? C'est ça un seuil. Ça veut dire que si vous obtenez 3,5, votre proposition est automatiquement rejetée. Vous n'avez pas atteint le seuil. Et d'ailleurs, même les experts ont pour consigne même de s'arrêter, si je puis dire, d'évaluer votre proposition de projet. Donc, on s'arrête. Et puis, le poids, ça veut donc dire que dans la note finale, le critère de l'impact va peser 50%, donc 2 fois plus que le critère de la mise en œuvre, 25%, et que le critère de l'expert. Entendu. Est-ce que les experts sont les mêmes que sur l'instrument PME? Pas forcément. Pas forcément, comme je le disais, en tout cas, moi j'ai parcouru évidemment les listes des experts qui sont d'ailleurs accessibles. Il y a 80%, comme je le disais, d'experts qui viennent du privé, 20% qui viennent plutôt de l'université, donc plutôt de la recherche publique. Parfois, il y a des recoupements, parfois, il n'y en a pas. Et ce que je note pour le fast track, c'est très féminin. Les experts il y a 40% des experts qui sont des femmes. Ce que je constate un petit peu moins sur l'instrument PME. Voilà ce que je peux dire. Alors, pour rappel, concernant la note des experts, est-ce que c'est une médiane comme l'instrument PME ou une simple moyenne? C'est une médiane. Enfin, c'est une médiane. En fait, c'est une loi de probabilité. Ça veut dire que par rapport à 4 notes, vous enlevez la plus petite et la plus grande. Donc, si vous calculez bien, il vous faut 3 notes qui se rejoignent pour que vous puissiez être éligible. C'est-à-dire que si vous avez 3 fois 13,8 ou 13,9 ou 14, là, vous avez de très très fortes chances d'être financé parce que si on enlève la plus forte note, vous en avez forcément 2 qui vous restent et une plus faible, ça marche aussi. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 3 évaluateurs ou évaluatrices qui soient très très proches les unes des autres. Oui, mais c'est quand même une médiane. Oui, c'est une médiane si tu veux, à la condition que tu enlèves les. C'est ça le cas. Oui, absolument, que tu enlèves la note la plus faible et la note la plus élevée. Mais une médiane sur 2, ça fait un peu bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai, mais c'est comme ça que c'est décrit. C'est expliqué, oui. Mais pour les industriels, c'est d'avoir 3 fois la même bonne note. Oui, je suis d'accord. Question suivante. Merci pour ces précisions. Alors, une entreprise vient de ses salariés, peut-il être expert? Une entreprise de. J'ai pas compris la question. Oui, je la relis. Une entreprise via un de ses salariés, peut-il être expert? Mais en fait, l'expertise ne se fait pas. C'est pas l'entreprise qui est expert, c'est un individu qui est expert. C'est ad nominem. Oui, un salarié d'une entreprise. Mais ce n'est pas l'entreprise qui est expert, c'est le salarié de l'entreprise. C'est toujours nominatif. Oui. Alors, une question qui est plus un commentaire en réaction aux propos de Pascal Formisa. N'est-ce pas parce que nous manquons de PME en comparaison avec l'Allemagne? Non, pas du tout. C'est parce que les PME… Non, pas du… Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On a le vraie différence entre l'Allemagne et la France, c'est les ETI. Ça, c'est une différence industrielle fondamentale. Les PME, il y en a beaucoup en France, mais beaucoup n'osent pas se lancer, très sincèrement. Oui, je suis complètement d'accord avec Pascal. La vraie différence entre la France et l'Allemagne, c'est vraiment sur le créneau des ETI. Merci. Comment choisir entre l'instrument PME et FTI? Alors, je rappelle que l'instrument PME, une entreprise peut être seule aux commandes de sa croissance. Et d'ailleurs, on le voit, par exemple, si je regarde les phases 2, 92% des entreprises qui postulent à l'instrument PME phase 2 sont seules. Ça, c'est la première différence. Le fast track, vous êtes obligatoirement déjà en consortium. Donc, on est véritablement dans le fast track sur, comme je le disais, la construction de la chaîne de valeur. L'autre différence, c'est que effectivement, l'instrument PME n'impose pas une commercialisation des nouveaux produits, services procédés dans les 36 mois. Donc, ce qui fait que pour l'instrument PME, on peut véritablement démarrer au TRL 6. Je pense, mais c'est une analyse personnelle, qu'il vaut mieux être au 6,5 voire 7 dans un fast track pour vraiment être capable de maintenir
cette exigence de l'Europe qui est donc cette fameuse commercialisation dans les 36 mois, etc., etc. Voilà, donc comment on choisit? On choisit surtout en fonction de son projet. Et ça, le réseau des PCN peuvent bien sûr vous aider là-dessus. Merci. Question suivante. Bonjour, qu'entendez-vous par primo-accédant? S'agit-il sur le programme Horizon 2020 ou sur Fast Track to Innovation? Alors, c'est bien sur le programme Horizon 2020. Donc, je répète, un primo-accédant, c'est celui qui ne s'est pas inscrit encore sur le portail du participant. D'accord. Comment avoir accès aux dossiers qui se montent et qui seraient intéressés d'intégrer un académique, qui souhaiterait intégrer un académique? Alors ça, c'est toujours la question délicate et difficile. Les projets stratégiques, alors moi, je vais vous donner mon analyse et mon expertise de 20 ans de programmation européenne. Je pense que les projets stratégiques ne sont pas sur la place publique. Donc, pour moi, lorsque l'on veut intégrer, qu'on soit une PME, un centre de recherche, peu importe, pour moi, l'une des façons de pouvoir intégrer les projets, c'est évidemment d'essayer de se mettre en réseau et d'ores et déjà de parler, je suppose que ce centre de recherche qui pose la question est en lien avec des PME, avec des grands groupes, avec des industriels. Donc déjà, de bien faire jouer son réseau pour savoir un petit peu ce qui est en train de se monter. Deuxièmement, il faut participer à ce que l'on appelle les brokerage events. Ce sont des événements qui sont européens, qui sont centrés autour d'instruments, autour de thématiques, etc. Et ça, en tout cas, les participants français qui y vont reviennent toujours avec des partenariats. Je peux aussi conseiller à notre auditeur, puisque c'est un centre de recherche, qui se mette en relation éventuelle avec ses compagnons, ses comparses en Europe, en Allemagne, etc., pour voir avec eux s'ils sont pas en train de monter un fast track et s'ils pourraient pas pouvoir réaliser soit un work package, soit une tâche de travail. Et puis bien sûr, je pense aussi au réseau EEN, donc le réseau European Enterprise Network, qui aide à la mise en relation et à la mise en partenariat. Et puis après, bien sûr, le réseau de chacun des PCN. Je vois ici à la NRT, bien sûr que nous mettons les gens en réseau, notamment évidemment les membres de notre association. Peut-être ajouter quelque chose, Pascal? Oui, mais moi je vais reprendre ce que tu dis, les brokerage events. Nous, on en fait quelques-uns au niveau des Carnot, ça marche bien, on arrive à rencontrer beaucoup de monde. Et puis nous, on a un réseau d'industriels comme... Voilà. Et ça nous permet, nous, d'être intégrés ou de solliciter des gens. Ça marche vraiment, c'est du réseautage un peu officieux et surtout qui ne se dit pas trop. Mais c'est comme ça que ça marche. Les brokerage events, comme le dit Carole, sont extrêmement porteurs sur ce genre de choses. N'hésitez pas à alerter chacun d'entre nous pour faire part de votre désir de participer. Après, sur le sujet, les EEN sont absolument dédiés avec des NDA, nous aussi, donc on sait se taire pour ce genre de choses. Merci beaucoup. Et je rappelle que vos deux adresses email figurent dans le document qui sera donc envoyé à tous les participants s'ils souhaitent vous contacter. La question suivante, quel est le nombre de partenaires maximum d'un consortium? C'est 5. 5. Merci. Est-ce que la répartition du budget doit être suffisamment équilibrée entre les 3 partenaires? Y a-t-il un pourcentage maximum sur l'un des 3? Surtout, ce qui compte, c'est qu'il faut que les industriels, je le répète, donc PME, représentent au minimum 60% du budget. Donc, ça donne déjà, si je puis dire, une première clé de répartition. Merci. Le statut de sous-traitant est-il possible dans le cadre de Fast Track to Innovation? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Très bien. Quel niveau de pièce justificative est-il exigé au dépôt? Entre parenthèses, devis. Qu'est-ce que vous appelez pièce justificative? C'est un peu ma question là. Parce que le principe, il y a 2 grandes sections, il y a 2 grandes parties. Les sections 1 à 3, où on analyse, sur lesquelles l'évaluation porte, comme l'a dit Carole, excellence, impact, implémentation.
qui fait 30 pages, et puis vous avez les sections 4 et 5 qui sont des annexes, qui peuvent représenter vraiment de très nombreuses pages, voire moi j'ai vu un dossier avec 60 pages en partie 4 et 5, et cette partie est importante puisque même si elle n'est pas évaluée, elle crédibilise le consortium sur sa capacité à faire ce qu'il propose et sur sa crédibilité à le mener à bien. Et donc là-bas, les pièces justificatives, tout ce qui porte sur votre projet m'intéresse, je suis prêt à vous aider, je suis prêt à vous commander, notre intérêt est manifesté sur tel réseau, nous avons un réseau de distribution, etc. Tout ça, ce ne sont pas des pièces justificatives, ce sont des pièces qui apportent une crédibilité permanente. Et c'est ça qu'il faut. Entendu, merci beaucoup. Question suivante, peut-il y avoir des sociétés filles d'une société mère dans le consortium? Alors, il faut vraiment que ce soit de 3 à 5 partenaires, de 3 États membres ou États associés, et il faut que ces partenaires soient indépendants les uns des autres. Donc, la réponse, elle est double. Oui, il peut y en avoir, mais il ne faut pas que ces filles mères soient dans le groupe des 3 minimum partenaires, donc ça peut être les autres. Et donc, effectivement, si c'est un grand groupe avec ces 3 filiales, ça ne marche pas, ça. Ouais. Donc, oui, si on respecte le nombre de partenaires indépendants minimum, non, si on ne respecte pas le nombre de partenaires indépendants minimum. Il faut que ce soit très clair, ça. Très bien. Une question un peu associée. Bonjour. Est-ce qu'une filiale d'un groupe français peut être considérée comme un partenaire étranger? Est-ce qu'une filiale d'un groupe français… A priori, donc, est-ce qu'une filiale du coup qui serait à l'international, qui serait à l'étranger, peut être considérée comme un partenaire étranger? Non, puisque le pouvoir est détenu par la société française. Après, c'est la constitution du capital. Moi, je peux répondre à ce genre de questions que si je vois la nature du capital et qui détient la majorité. Très bien, c'est très clair. C'était tout à fait ça. A priori, à mon sens, ce n'est pas possible, ça. Parce que j'interprète la question en disant la filiale est détenue par la société française. Donc, ça ne peut pas être… Ouais, mais ça ne peut pas être une société étrangère. D'accord, c'est bien les précisions qui avaient été apportées par la suite, c'était bien ça, une filiale donc détenue par un groupe français. Voilà. Très bien. Il y a une question d'ordre plus générique. Est-ce qu'un financement Horizon 2020 et le crédit impôt recherche est-ce compatible et ou complémentaire? Oui, absolument, c'est compatible. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'évidemment, dans l'assiette de calcul de votre crédit d'impôt recherche, vous devez absolument retirer la subvention. Mais bien sûr que des outils d'aide à la fiscalité comme les CIR sont parfaitement compatibles et éligibles avec des subventions. Simplement, de l'assiette de calcul, vous retirez la subvention qui vous est versée par l'Europe. Autrement dit, on ne peut pas faire un crédit d'impôt recherche sur une subvention perçue. Merci. Y a-t-il un risque que les experts soient des concurrents? Quelles mesures sont prises ou proposées pour limiter ce risque? Eh bien, il y a effectivement dans les experts, alors la réponse, bien sûr, qu'il peut y avoir un concurrent dans les experts, mais par contre, ce concurrent, il n'évaluera pas votre proposition de projet pour la simple et bonne raison qu'il va, lorsqu'on va lui présenter les propositions qu'il aura évaluées, il va se déclarer comme ne pouvant pas, en fait, évaluer votre proposition parce que, effectivement, risque de concurrence. Et je rappelle que quand on est un coordinateur français, on ne sera pas évalué par des Français. Oui, c'est ce qu'on appelle la clause d'absence de conflit d'intérêt que tout évaluateur doit signer au préalable, connaissant les dossiers. Merci. Faut-il s'adresser à des consultants pour rédiger le dossier, par exemple au Portugal? Clairement oui. Clairement oui, parce que c'est un vrai métier de présenter. Et honnêtement, que ce soit sur l'instrument PME, sur le Fast Track to Innovation, moi j'ai vu un seul dossier en phase 2 d'instrument PME sans consultant. Sur le Fast Track to Innovation, c'est systématiquement avec un consultant.
Ceux qu'on gagnait avaient un consultant de toute façon. Moi, je ne peux que recommander cet accompagnement. Merci. Question, c'est une découverte pour moi. La candidature peut être déposée uniquement par un consortium d'entreprises, pas par une PME seule. Oui, je rappelle que si cet auditeur veut déposer seul et effectivement être seul aux commandes de sa croissance, il faut qu'il aille impérativement sur l'instrument PME parce que, encore une fois, le Fast Track to Innovation, c'est un consortium de partenaires. Nous sommes dans la création de la chaîne de valeur. Donc, quand on crée une chaîne de valeur ou quand on cherche à améliorer une chaîne de valeur, on ne peut pas être seul. Donc, si cet auditeur veut être seul, c'est peut-être, alors après il faut regarder évidemment en détail, mais c'est peut-être l'instrument PME qui sera beaucoup plus propice à son projet. Mais de toute façon, le coordinateur, c'est lui qui dépose online avec l'ensemble des documents nécessaires, notamment les attestations de participation de chacune des entreprises ou des institutions. C'est le coordinateur qui fait le boulot. Merci. Alors, à ce sujet, peut-être, il y a déjà eu des webinaires sur la question du portail du participant. Si voilà, il y a des participants intéressés, ils trouveront beaucoup plus d'informations sur les modalités de gestion de leur compte sur le portail du participant. Une autre question, quelles sont les modalités de relecture des propositions en France? À qui s'adresse-t-on? Comme on le disait avec Pascal, vous pouvez vous adresser, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure aux consultants, vous pouvez vous adresser aux points de contact nationaux, vous pouvez vous adresser au réseau EEN. Voilà, il y a plusieurs réseaux en France qui assurent le système des relectures. Voilà. Très bien. Merci. Bonjour, est-ce que le Fast Track to Innovation peut concerner l'industrialisation d'un nouveau produit innovant? Oui, puisque l'industrialisation. Voilà, oui, là après faut regarder effectivement le projet, mais si notre auditeur, si sa technologie, son innovation est bien arrivée au TRL 6, si c'est une Mi7 et qu'il souhaite effectivement aller vers l'ensemble des activités qu'on a décrites, c'est-à-dire la mise en place par exemple de lignes pilotes, oui, ça peut bien sûr concerner l'industrialisation. Pascal, vous vouliez apporter un élément complémentaire? C'est exactement ça. Moi, j'ai rien c'est exactement ça. Oui, mais je suis totalement en phase avec Carole là-dessus. Enfin, je veux dire, on a les mêmes choses, quoi. Très bien, c'est pas parfait. Une autre question, que se passe-t-il si la commercialisation dans les 36 mois ne se fait pas? Voilà une question. Voilà une question. Alors, je vais prendre le manche là-dessus. Et je persiste sur ce que je dis et j'ai eu des confirmations. Il y a plusieurs niveaux de contrôle au niveau européen. On va commencer par là. Vous avez des demandes de justificatifs, vous avez des questionnements, vous passez ensuite à des audits et tout ça. Une recherche, par définition, vous avez une obligation de moyens. Nonobstant ce fait-là, quand vous vous engagez sur ce projet, vous signez un papier qui vous dit, et Carole l'a reprécisé, je m'engage dans les 3 ans à démarrer la commercialisation. Je dis bien démarrer la commercialisation. Les project officers acceptent parfois des décalages, 3 mois, 6 mois, mais ça ne va pas au-delà de 6 mois. J'ai interrogé le helpdesk, j'ai interrogé M. Malo là-dessus. Simplement, il est évident qu'on ne va pas vous demander de rembourser, mais il faudra quand même bien justifier les raisons qui ont précédé à un décalage de commercialisation. Si vous ne le faites pas, il y a donc une absence de résultat et vous serez audité. Et après, ça se passe entre le coordinateur, les participants et la Commission européenne. À ma connaissance, j'ai vu 2 cas de décalage, c'est dans les publications, l'un de 3 mois, l'autre de 4 mois et demi. Et c'est passé parce qu'ils ont pu justifier ce décalage. Ça peut arriver, la recherche est suffisamment compliquée. Sur un process, sur un produit, il peut y avoir des décalages. Mais en tout état de cause, il faudra veiller à cela. Et c'est un point très important sur lequel tous ne sont pas d'accord. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi, sur les 2 cas que je connais, il y en a certainement d'autres, ça a été accepté sur quelques mois.
Alors juste peut-être un petit peu pour compléter la réponse de Pascal, au-delà de ce qu'il a dit, je pense déjà que de toute façon, si au stade de la proposition de projet, vous n'êtes pas crédible, c'est-à-dire que les experts se disent non, de toute façon, il ne pourra peut-être jamais commercialiser dans les 3 mois qui suivent la date de démarrage du projet. C'est pour ça aussi que ce délai de 36 mois, j'allais dire, est à peu près respecté avec les décalages, parce que de toute façon, il y a une évaluation où quand même les experts, comme leur nom l'indique, sont des experts, donc ils sont capables de voir si oui ou non vous allez pouvoir tenir ce que vous annoncez dans votre proposition de projet. Tout à fait d'accord. Alors vraiment, Carole, c'est au niveau du dépôt et on le voit très vite, ça. Merci. Le programme FTI permet-il du vrai collaboratif? Sous-entendu, chacun porte-t-il bien ses dépenses? Alors pour moi, la réponse est clairement oui. En tout cas, mon expérience de Fast Track to Innovation, notamment auprès des membres de la NRT, c'est clairement un vrai instrument collaboratif avec une très forte dimension industrielle, une vraie complémentarité des partenaires et une vraie construction véritablement de la chaîne de valeur. Absolument. Alors, à nouveau, une question sur est-il recommandé de faire le montage du dossier par une société spécialisée? Ce n'est pas obligatoire, mais très fortement recommandé, comme l'a dit Pascal. Oui. Oui, oui. Voilà, alors moi, je mets juste un petit bémol. Il faut bien comprendre qu'un consultant, il ne connaît pas votre stratégie. Il ne la connaît pas. Donc, il est clair que c'est pas parce que vous confiez la rédaction de votre proposition à un consultant que ça va vous dispenser de travailler sur le projet. De travailler sur le projet pour véritablement apporter cette fameuse brique industrielle, de travailler sur le projet pour, avec le consultant ou avec d'autres, de bien travailler la complémentarité des différentes disciplines, secteurs, compétences qui sont demandées. Donc, je veux dire, transférer la rédaction d'une proposition de projet à un consultant véritablement ne dispense pas le consortium de travailler la proposition de projet. Le consultant, il ne peut pas tout sortir du chapeau. Donc oui, mais avec un travail véritable et une vraie coopération de la part des partenaires et du consortium du projet. C'est implicite. Merci. Alors, comme il reste peu de temps, il y avait une question. Pouvez-vous nous rappeler brièvement les contraintes de constitution du consortium, nombre de partenaires? On va peut-être plus renvoyer vers du coup l'enregistrement qui sera diffusé a posteriori afin d'adresser les autres questions. Vous avez parlé tout à Carole a l'heure. été très précise là-dessus quand même. Exactement, c'était très clair et précis. Donc, on va avancer sur les questions. Une question orthographique. Vous avez parlé tout à l'heure de brokerage event pour échanger au niveau européen. Donc, c'était pour la personne, je pense, veut aller chercher de l'information là-dessus. Donc, on parle bien de brokerage. B-R-O-K-E-R-A-G-E. Et nous vous l'écrivons dans les réponses par écrit. Juste une précision, Brice. Tout ça est précisé sur le portail du participant, sur Events. Tout est publié, et y compris sur le portail du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le site Horizon 2020 français. Tout ça est vraiment, il faut y aller de temps en temps, il faut s'informer, et vous voyez apparaître tous ces événements. Et ce qu'a décrit Carole, c'est vraiment très bien précisé. Il y en a quelques-uns par an, il ne faut pas les louper, et c'est important. Absolument. Sur le site est très très fourni en événements, et dans la rubrique agenda, il y a toutes les prochaines échéances à venir. Tout à fait. Question habile. FTI est-il ouvert à toute thématique, y compris les transports? Oui. Toutes. Faut-il Pardon. Merci. Faut-il justifier les dépenses présentées en prévisionnel à l'appui de devis? Non. Non. C'est absolument pas nécessaire. Vous avez un budget, vous expliquez votre budget, vous n'avez pas, hormis la sous-traitance, sur laquelle il est possible que vous puissiez présenter des devis pour montrer un niveau de dépense, donc le justifier. Tout le reste, vous n'avez pas à justifier ces dépenses initialement. Vous les justifierez après. Voilà, je rappelle aussi qu'il existe un point de contact national pour tout ce qui est donc finance, juridique, etc.
Donc, vous pouvez, alors nous, on peut répondre bien sûr avec Pascal, mais si vous avez besoin d'un niveau de technicité plus important, n'hésitez pas non plus à contacter le PCN juridique. Merci. Les projets dans les thématiques peu représentées ont-ils plus de chances? Honnêtement, incapable de répondre à cette question, parce que comme je l'ai présenté, les thématiques, il y a une grosse dispersion. Il y a certains calls qui portent sur des thématiques, d'autres sur d'autres. Moi, je crois que c'est vraiment totalement bottom-up et que ce n'est pas la thématique qui fait le succès, c'est le projet en lui-même qui fait le succès de ce projet. Merci. Une question qui se rapprochait, même si le dispositif est bottom-up, y a-t-il des thématiques prioritaires? Non, il n'y a pas de thématique prioritaire. Autrement dit, il n'y a pas de budget réservé par ligne thématique. Ça n'existe pas. En revanche, des thématiques portées au niveau européen par ce que l'Europe considère comme des priorités sociétales, l'énergie, le climat, la santé, peuvent apparaître éventuellement un peu plus prégnantes. Mais vous voyez bien qu'hormis la santé, moi, je ne sais pas, je ne vois pas de thématique prioritaire. La santé, c'est que les sujets étaient très porteurs. C'est surtout ça. Merci. Est-ce qu'un pôle de compétitivité peut participer au projet avec un adhérent, en plus d'autres partenaires étrangers? Vous pouvez me répéter la question, Brice, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Est-ce qu'un pôle de compétitivité peut participer au projet avec un adhérent, en plus d'autres partenaires étrangers? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que si ce pôle va jouer un rôle dans la commercialisation, pourquoi pas? Après, c'est la constitution du consortium qui oui, est compliquée. C'est toujours pareil. Alors justement, d'autres questions là sur la constitution du consortium. Quid de la filiale européenne d'un groupe non européen comme partenaire? Donc, est-ce qu'une filiale d'un groupe qui n'est pas européen peut être partenaire? Alors, il y a les pays associés. Et c'est tout à fait possible. Environ 10% des propositions FTI ont des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne et qui sont des... C'est possible, ça. Il faut regarder quel est le pays et quelle est sa capacité à être associé ou non. Ouais, parmi les pays associés qui participent, j'allais dire régulièrement, avec, au sein du Fast Track, on va évidemment retrouver en premier la Suisse. On va retrouver aussi la Norvège, on va retrouver Israël, on va retrouver la Turquie, l'Ukraine, la Serbie, il y a aussi l'Albanie, l'Islande, voilà, qui participent au Fast Track to Innovation. Ok, une question assez directe. Existe-t-il du lobbying pour que le dossier passe? Non. Non, clairement non. Clairement non. Alors, le consultant ayant aidé à la déposition de la proposition pourra-t-il voir ses coûts éligibles a posteriori remboursables sur le budget du projet si c'est gagné? Les dépenses sont remboursées à partir du moment où le projet est accepté et où il y a le feu vert de la commission, donc du project officer. Toutes les dépenses avant ne sont pas prises en compte. C'est très clair. Très bien. Les subventions reçues, que ce soit d'ailleurs Fast Track to Innovation ou l'instrument PME, doivent-elles faire l'objet d'une déclaration de minimi? D'une déclaration de minimi. De minima. Minima, oui, d'accord, de minimi, je ne comprenais pas. Je ne comprends pas la question, là. C'est une subvention, attendez, Brice, une subvention européenne, par nature, c'est du up to. Vous demandez, vous avez un projet à 100 kg, vous obtenez 70 kg, je vous le fais court, vous pouvez toucher jusqu'à 70 kg sur l'ensemble des justificatifs proposés. Si le justificatif ne va pas, vous aurez moins. Donc, ce que vous demandez, la subvention allouée, c'est du up to. Très bien. Si j'ai mal reformulé la question, j'invite la participante à
à la reposer sous une autre formulation. Question suivante. Peut-on déposer un fast track en indiquant que son financement sera intégré dans le plan de financement de la société qui lèvera des fonds entre 5 et 7 millions d'euros 12 mois après le début du projet, si financé? La levée de fonds n'est évidemment absolument pas interdite dans la mesure où c'est pas de la subvention, donc c'est totalement complémentaire. Donc pour moi, il n'y a aucun problème d'indiquer que l'entreprise est en passe de lever, je ne sais plus quel était le chiffre, 3 millions d'euros de levée de fonds, aucun problème. Ça me paraît même être un avantage. Oui, parce que ça montre que vous êtes déjà sur la voie, si je puis dire, de la croissance et de la pénétration de votre innovation finalement sur le marché, quoi. En tout cas, qu'il y a déjà des investisseurs qui s'intéressent à votre projet, puisque effectivement, en introduction, j'ai dit que l'un des objectifs politiques du Fast Track to Innovation était de stimuler l'investissement privé. Merci. Quelques questions encore nous parviennent. Est-ce que l'un des partenaires peut être le client final de la solution co-développée? Oui. Très bien. Est-ce qu'une banque peut prétendre au Fast Track to Innovation? Oui, théoriquement, rien ne l'interdit. Oui. Alors, une question, le participant s'annonce une question de débutant. J'ai compris les stratégies TRL, mais que signifie littéralement l'acronyme TRL? Alors, ça veut dire… Readiness Level. Voilà, ça veut dire de maturité technologique. Pardonne-moi, Carole. Oui, bah c'est ce que… Non, mais je t'en prie, c'est ce que j'allais dire. Alors, pourquoi c'est important l'échelle TRL? Alors pour l'anecdote, c'est une échelle qui a été inventée par la NASA en 1969, donc effectivement pour Technology Readiness Level. Et pourquoi c'est extrêmement important? Parce qu'aujourd'hui, quasiment toutes les agences de financement utilisent cette échelle TRL en démarrage de projet et puis évidemment en fin de projet. Donc c'est important de la comprendre, de la maîtriser et ça permet quelque part finalement de parler le même langage. Bien, merci beaucoup pour ces précisions. Quel acteur de la chaîne de valeur doit coordonner le consortium, fournisseur technologique, utilisateur final? Qu'observe-t-on généralement pour les projets qui réussissent? Ce sont des industriels qui coordonnent. Oui. D'une façon globale, c'est 90%. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple du projet Licorne que Pascal connaît bien, notamment de PSA. Donc, en fait, PSA a cherché à s'associer avec un certain nombre de partenaires pour mettre en place un nouveau système en fait de robotisation. Donc, ils ont obtenu 2,1 millions d'euros pour un coût total de 2,8 millions d'euros. Donc, l'idée, c'était de développer un nouveau système de robotisation qui était muni en fait d'une buse d'aspiration capable de déposer et de lisser les cordons utilisés pour rendre les assemblages étanches au bruit et à l'eau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est l'objectif du projet et le consortium, je vais vous le décrire, donc PSA était effectivement le coordinateur du projet et l'utilisateur final de la solution. C'est pour rebondir sur la question. Et donc, qu'a fait PSA? Ils ont cherché à réunir des compétences complémentaires. Donc, il y avait par exemple Clancy, qui est aussi donc une entreprise française, qui lui avait pour mission de réaliser le prototype et qui devait donc intégrer la solution robotisée. Il y avait également l'Espec Ingénierie, qui est donc un partenaire allemand, qui lui était détenteur de la brique technologique qui servait donc à aspirer la matière. Il y avait le CETAG en Espagne, qui est le centre technologique de l'automobile de Galice, et qui lui était là pour assurer en fait la gestion informationnelle entre la dépose du cordon et la buse d'aspiration. Et enfin, pour la France, le CNRS, voilà, que je présente pas, que vous connaissez, et qui, lui, était là pour assurer, d'un point de vue technologique, la captation par image du cordon pour le lisser et l'aspirer. Donc, j'ai été un peu longue dans la réponse, mais c'est pour bien expliquer à nos auditeurs que, à travers cet exemple, on voit bien, en fait, la coordination et la complémentarité des différents partenaires. Autre question? Il n'y a plus personne? Bah, allô? Si, Oui. Oui. Est-il possible
Est-il possible d'avoir un modèle d'un dossier bien construit pour s'en inspirer sur la méthodo, en retirant le nom des participants, évidemment? Y a-t-il des exemples de dossiers Alors là-dessus, je vais être décevant pour la personne qui questionne. Nous, on n'a pas le droit de communiquer ces dossiers. Il faut vous adresser au coordinateur. On peut vous demander les noms des coordinateurs et vous pouvez les trouver sur le site de la Commission européenne, du portail du participant. Vous avez l'ensemble des bénéficiaires et des coordinateurs qui ont eu un dossier accepté. Nous, éthiquement, on ne peut rien faire. Il faut s'adresser à ces gens-là. Parce que on ne sait pas en enlevant juste le nom de la boîte, vous avez plein d'éléments qui donnent des renseignements sur la stratégie, sur les finances, etc. Et il n'est pas de notre ressort de communiquer ce genre de dossier. Je confirme les dires de Pascal. Il est effectivement, pour ma part et pour la part de la MRT, hors de question de transférer le moindre dossier que j'ai entre les mains, y compris bien sûr en enlevant les noms, comme l'a très justement dit Pascal. Très bien, merci. Et ça sera pour l'instant la dernière question. Est-ce qu'une PME peut être coordinateur d'un FTI en même temps que participant à un projet H2020 autre? Bien sûr, il n'y a aucune restriction ou exclusion à ce niveau-là. Il faut que ce soit pas sur le même projet, évidemment. Voilà, et puis il faudra quand même que cette PME fasse ce qu'on appelle la viabilité financière, hein, parce que quand on est coordinateur de projet, il faut bien sûr qu'on soit viable financièrement. Donc il y aura quand même ce check à faire pour savoir si la PME est bien éligible pour la coordination du projet. Merci. Un dernier commentaire arrive sur la question précédente sur les dossiers. Une indication qui dit qu'il y a un dossier type, mais évidemment donc pas un bon dossier qui aurait déjà été présenté, mais il existe un dossier type pour l'instrument PME à obtenir auprès du réseau Enterprise Europe Network. Mais on est sur l'instrument PME. Ah, une autre question. Le check de viabilité est plus exigeant sur FTI que sur... Le check de viabilité est-il plus exigeant sur le programme FTI que sur l'instrument PME? C'est pareil. C'est la même chose. On laisse quelques secondes pour voir si d'autres questions nous parviennent. Alors, dans le cadre de Horizon Europe à venir, la tendance est-elle toujours à autant de sélectivité pour tendre à l'excellence ou à ouvrir le nombre de candidats sélectionnés pour inciter à aller à l'Europe et construire l'esprit citoyen européen? C'est presque une question philosophique qu'on nous pose. Alors, sur Horizon Europe, qu'est-ce que je peux dire? Très clairement, le prochain programme cadre sera très sincèrement orienté vers une performance de l'innovation plus. D'ailleurs, on va plus parler de PCRD, mais on va parler de PCRI, avec le I pour véritablement innovation. Donc, très clairement, le prochain programme cadre, les projets qui seront sélectionnés seront des projets qui permettront de transformer la science en innovation, d'accélérer la transformation industrielle et la croissance des entreprises. Cela visera à renforcer le capital risque, notamment pour pouvoir assurer la scalabilité des entreprises. Voilà, ça va être aussi quand même de simplifier le paysage. Il y aura une synergie des fonds publics et privés, régionaux, nationaux, européens un peu plus importants, etc., etc. Ce qui signifie quand même que les projets qui seront sélectionnés, donc notamment au travers du nouveau Conseil européen de l'innovation, soit dans le cadre du Pathfinder, qu'on appelle le Pathfinder, l'éclaireur de la recherche avancée, soit ce qu'on appelle l'accélérateur, c'est-à-dire l'accélérateur, on est quand même dans de la subvention d'innovation de rupture révolutionnaire à très haut risque et qui vont déboucher sur de nouveaux marchés. Donc, le PCRI restera ce qu'on appelle l'excellence, si vous voulez, de la recherche et de l'innovation. Et donc, forcément, les projets seront sélectionnés, notamment dans ce qu'on va désormais appeler des portefeuilles de projets, qui auront vocation à se développer. Et donc, on sera quand même sur des lignes de croissance assez importantes. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, Pascal. Oh non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait beaucoup plus de propositions et on est prêt à vous aider pour ça. Oui, absolument.
Une question à l'instant. Ah oui. Est-il possible de recevoir les contacts et la présentation? Bien sûr, tout cela va être envoyé par email dans l'après-midi. Il n'y a pas d'autres questions sur le fond. Je vous propose de conclure si vous le souhaitez. Voilà, pour conclure, d'abord, merci parce que vous avez été extrêmement nombreux à nous suivre. Nous étions quasiment à 100 sur quasiment l'ensemble du webinaire. Quelques personnes ont commencé à partir vers midi. Donc, mille merci à l'ensemble de nos auditeurs. Merci beaucoup évidemment à Pascal et à Brice. Et puis, je dirais exactement la même chose que Pascal. Nous, notre mission, c'est qu'évidemment, il y ait beaucoup plus de propositions françaises qui soient déposées et qui, bien sûr, soient financées. Pascal, moi et puis l'ensemble du réseau PCN que j'ai présenté, nous sommes véritablement prêts à vous aider. Et donc, voilà, pour vous permettre d'aller, vous aussi, vers le succès. Voilà. Merci. Merci à tous les deux. Des remerciements arrivent et nous allons conclure ce webinaire. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir.